À la suite de notre première vidéo de foire aux questions, de répondre donc aux questions des internautes, Grim15 a posé une question qui, à mon avis, valait vraiment une vidéo. Ne serait-il pas logique d'arriver à l'élection des magistrats, en particulier du parquet, pour couper le cordon avec le ministère de la Justice? Enfin, c'est une question qui faisait suite à une réponse déjà sur le problème de l'indépendance de la justice. Cette question laisse supposer que seule l'élection permettrait d'assurer une véritable indépendance de la justice vis-à-vis du pouvoir exécutif. Or, de nombreux arguments vont dans le sens inverse. Et c'est cet argument-là que je vais développer dans cette vidéo. Le premier argument qui va à l'encontre de l'élection des juges et procureurs, c'est le droit comparé. C'est simplement ce qui se passe dans le monde. L'élection des procureurs et des juges n'existe qu'aux États-Unis d'Amérique. Alors, quand on dit ça, on pense que ça existe dans le monde entier. Non, c'est aux USA. Point. Même les pays de droit anglo-saxon pur, de common law pur, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Grande-Bretagne, ne connaissent pas l'élection des magistrats et des juges. Du coup, il faut relativiser le modèle qu'on veut exporter, qui est uniquement américain. Le Japon, qui est un pays de droit anglo-saxon pur, non plus ne connaît pas l'élection des juges. Il y a un petit bémol quand même, parce que le président de la Cour suprême de justice japonaise, est nommé par l'empereur, ok. Les 14 autres membres de cette Cour suprême, donc la plus haute juridiction japonaise, sont désignés par le gouvernement. Mais il y a une élection pour valider leur désignation. Donc c'est le seul cas de figure où quand même des juges importants, hein, les plus importants du Japon, sont certes désignés par le pouvoir exécutif, mais l'élection est validée, leur nomination est validée par une élection. Sinon, partout ailleurs, pas du tout, ça n'existe pas. En Europe, il n'y a aucun pays qui pratique l'élection des juges et procureurs. C'est pour ça que tout de suite, je préfère poser les choses comme ça, parce qu'il y a peut-être une bonne raison tout de même. Alors on va regarder le pays qui fait ça, les USA. Même aux USA, il n'y a pas d'élection des juges et procureurs dans le système fédéral, c'est-à-dire que les juges et procureurs fédéraux ne sont pas élus. Ils sont désignés par le président des États-Unis d'Amérique et leur désignation est ratifiée par le Sénat américain. Il n'y a aucune élection. Donc tout ce qui est le contentieux fédéral, je ne vais pas vous expliquer exactement ce qu'est le contentieux fédéral, il y a une partie du contentieux qui est du domaine des tribunaux fédéraux, des cours fédérales, du droit fédéral américain, et une partie qui est de la compétence des États eux-mêmes. En matière pénale, tout ce qui est criminalité organisée, tout ce qui est criminalité trans-État, il suffit que quelqu'un, un assassin, tue 2 personnes dans 2 États différents, ça devient fédéral, par exemple. Il suffit qu'il y ait un braquage de banque, c'est fédéral parce que le dollar est fédéral, ce qui a été volé. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Simplement, le système fédéral est très important, et là, il n'y a pas du tout d'élection des procureurs et juges. L'élection des procureurs et juges aux États-Unis, c'est dans des États. Il y a 39 États sur 50, donc c'est beaucoup, il faut reconnaître, qui connaissent l'élection des juges. Dans ces États, dans la majorité de ces 39 États, l'élection d'un juge nécessite une investiture, c'est-à-dire que le juge, il va être présenté par le Parti démocrate ou républicain. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se présenter s'il n'est pas investi par le Parti démocrate ou républicain, de la même façon qu'un président qui se présente. Hein. Vous avez bien vu le système binaire aux États-Unis pour la présidentielle. Hein. Donc c'est exactement la même chose. Et puis, dans quelques États, quelqu'un peut se présenter de façon autonome sans avoir été investi par un parti politique. 43 États élisent le procureur général, donc côté parquet, le chef du parquet de l'État, au suffrage universel, avec investiture politique. Les autres, c'est nomination par le gouverneur ou par la Cour suprême de l'État en question. Donc, aux États-Unis, oui, dans les États, il y a ce système d'élection qui est très politique d'une manière générale. Les gens qui se présentent sont des hommes politiques, comme pour l'élection du gouverneur. La première question par rapport à la question de Grimkin, c'est est-ce que le cordon avec le pouvoir exécutif est coupé quand le procureur général, le juge, finalement, est soutenu par un parti politique, le même parti politique que le gouverneur,
Donc le même parti politique que le pouvoir exécutif. Je vous laisse répondre à la question vous-même. Pour l'avoir vécu, parce que je suis allé beaucoup de fois aux États-Unis dans ma carrière de magistrat, je suis arrivé une fois dans un État américain pour une affaire de terrorisme où le procureur était en pleine élection. C'est un homme politique avec des affiches, avec un programme politique, et qui se présente sous une étiquette politique, et qui n'est pas forcément un juriste. Un procureur élu dans un État américain va simplement embaucher des avocats derrière, des juristes, pour mettre juridiquement en place son programme, mais lui-même est un homme politique. Je vous conseille la lecture très vivement d'un livre exceptionnel qui s'appelle Le bûcher des vanités de Tom Wolfe. Vous le trouverez dans n'importe quelle librairie, n'importe quel site, qui vous montre les dangers de la politisation de la justice et de l'élection des procureurs. Parce que les procureurs, et là ça se passe à New York, hein, les procureurs, du coup, comme ils sont élus, sont très à l'écoute de l'opinion publique. Vous voyez le genre? C'est-à-dire, grosso modo, tout d'un coup, il se passe un phénomène, un fait divers, et puis il y a des manifs dans la rue, etc. Ben là, on va poursuivre, ou là, on ne va pas poursuivre. C'est-à-dire, bon, on l'a bien vu d'ailleurs avec les bavures policières ou les meurtres policiers aux États-Unis, parce qu'il y a des manifs, le procureur, tout d'un coup, eh ben, il va poursuivre les policiers. Mais il ne l'a pas fait avant. Et donc, on est dans quelque chose qui est de la réaction par rapport à l'opinion publique, comme un homme politique, comme tous les hommes politiques le font, ils réagissent uniquement par rapport aux sondages, etc. Donc, on est exactement dans l'inverse de couper le cordon entre le pouvoir exécutif et le politique. Et la justice, on est dans la justice qui réagit comme un politique à l'opinion publique, à l'événement, aux faits divers. Ça donne à réfléchir. Et ce livre est exceptionnel pour bien comprendre comment fonctionnent justement ces États où le procureur et les juges sont élus. En fait, et c'est un peu contradictoire dans le système américain, c'est que le système fédéral lui-même, où les juges et procureurs ne sont pas élus, eh bien, personne ne doute une seule seconde de leur indépendance et de la séparation des pouvoirs. La Cour suprême américaine, c'est le pouvoir judiciaire américain. Un juge fédéral américain peut annuler une décision de Donald Trump qui interdit à certains ressortissants de pays de venir, comme ça a été fait sur le territoire américain. Il le fait, il a une véritable indépendance totale et pourtant il n'est pas élu du tout. Il n'est pas élu, mais sa légitimité vient de la Constitution américaine. L'exemple américain nous montre que ce qui peut le mieux assurer l'indépendance de la justice vis-à-vis du pouvoir exécutif, c'est la Constitution, plutôt que l'élection. Je sais bien qu'en France, on considère que l'élection, c'est vraiment ce qu'il y a de plus essentiel pour assurer un État démocratique, le caractère démocratique d'un État. C'est vraiment voir ça par petit bout de la chandelle. L'élection, c'est pas ça qui fait une démocratie. C'est un facteur essentiel, certes, mais ce qui fait une démocratie, c'est les contre-pouvoirs, c'est la séparation des pouvoirs, c'est tout ce qui fait que si quelqu'un veut abuser de son pouvoir, les autres pouvoirs l'empêchent d'abuser. C'est pas simplement le fait de se présenter, d'arriver à être élu parce qu'on a été plus roublard que les autres, qu'on a eu plus de moyens financiers, etc. La démocratie, c'est beaucoup plus complexe, c'est une alchimie, je dirais, un gâteau très complexe à fabriquer. Donc, ça, il faut bien en avoir conscience, et l'exemple américain en termes de séparation des pouvoirs nous le montre. Vous pouvez avoir des gens élus, tout à fait démocratiquement, qui n'ont aucune indépendance vis-à-vis de ceux qui les ont fait élire, c'est-à-dire vis-à-vis de leur parti. Regardez la France. Est-ce que vraiment on a l'impression que les députés français sont complètement indépendants du pouvoir exécutif? Ou est-ce qu'on a l'impression qu'ils font ce que le président de la République, le chef de la majorité présidentielle leur demande de faire? Enfin, voilà. Vous voyez bien qu'ils ont été élus, ça ne veut pas dire qu'ils vont nécessairement agir indépendamment. Donc c'est pas ça le critère le plus important. De même, vous pouvez avoir un juge qui est nommé par le pouvoir exécutif, mais comme il est inamovible, comme s'il n'a plus le lien avec le pouvoir exécutif, il va être réellement indépendant. Une fois qu'il est élu comme un juge de la Cour suprême américaine, il est élu à vie, il n'a plus à répondre à des ordres, etc. Il n'attend plus aucun avancement, plus aucune récompense, donc il fait comme sa conscience lui demande de faire. Mais évidemment, ça implique des conditions. Si on veut assurer l'indépendance de la justice, non pas par l'élection, mais par des garanties statutaires, il faut effectivement que l'avancement de ces magistrats soit pas entre les mains du pouvoir exécutif. Du coup, ils n'ont rien à demander.
Mais ça va poser un deuxième problème de la légitimité et de la politique pénale. Et ça, c'est quelque chose qui est un vrai débat en France et que je vais vous expliquer dans la troisième partie. La politique pénale et la légitimité. Il est clair que les juges et procureurs, dans un système où ils ne sont pas élus, un problème de légitimité. Personne ne les a élus pour appliquer une politique pénale. Au contraire, le président de la République d'un côté, les députés et sénateurs de l'autre ont été élus avec un programme, y compris un programme pénal, un programme qui concerne la justice d'une manière générale. Le gouvernement dans la Constitution est chargé de mener la politique de la nation, y compris sur ce plan judiciaire et pénal. Donc chaque procureur dans son coin ne peut pas mener la politique pénale qu'il veut. Au nom de quoi, au nom de qui, certainement pas au nom du peuple français, il n'est pas légitime pour ça. Comment on peut résoudre ce problème? Il n'est pas élu, et ceux qui sont élus ont une politique pénale pour laquelle ils ont été élus à faire appliquer. Alors il y a différentes façons dans le monde. La première façon, c'est que les procureurs dépendent directement du ministère de la Justice, mais complètement directement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une notion de magistrat. Ce sont des fonctionnaires qui sont employés par le ministère de la Justice. C'est le système, grosso modo, de common law. En Grande-Bretagne, au Canada, aux États-Unis, les représentants du ministère public sont des fonctionnaires. Alors au Canada, c'est un peu différent, ce sont des avocats qui vont avoir un contrat avec le ministère de la Justice pour appliquer la politique pénale, qui vont se retrouver dans cette position-là. Mais peu importe d'où on les recrute, c'est pas tellement ça. Dans ce système-là, le parquet est entièrement dépendant du pouvoir exécutif. La question ne se pose même pas. Il y a une séparation totale. Mais c'est compensé par quoi? C'est compensé par le fait que les juges, eux, sont totalement indépendants. Qu'il n'y a aucun lien quelconque possible. Et c'est compensé aussi par le fait que les cabinets d'avocats, les avocats, ont un réel pouvoir d'action dans les enquêtes, un véritable contre-pouvoir. Ça, c'est la première chose. Donc, on n'est pas comme en France en disant comment on peut assurer qu'on va couper le cordon entre les procureurs, etc. Là-bas, il n'y a pas à couper le cordon. Ils font partie de la politique pénale, ils bossent pour le pouvoir exécutif directement. Mais encore une fois, ce qui est coupé, c'est le lien entre le pouvoir d'accusation et de poursuite, les procureurs, et le pouvoir de juger. Les uns ne sont pas juges, ne sont même pas magistrats, les autres sont magistrats et juges. Deuxième modèle, les procureurs sont indépendants totalement. C'est le cas italien, par exemple. Depuis 1989, les procureurs italiens sont totalement indépendants du pouvoir exécutif. Aucun lien. Comment ça se passe? Eh bien, on a créé un organe au-dessus, comme nous, le Conseil supérieur de la magistrature, mais c'est un organe de 5 hauts magistrats qui sont totalement indépendants et qui vont donc être l'organe disciplinaire et de contrôle du personnel judiciaire. Donc ce n'est pas un ministère de la Justice, c'est un organe indépendant qui n'est pas lié au pouvoir exécutif qui va contrôler ça. Pourquoi? Parce que si vous donnez l'indépendance au pouvoir exécutif, il faut s'assurer que les procureurs dans les différents endroits en Italie appliquent les lois, la politique pénale définie par le gouvernement. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas décider qu'ils vont faire autrement que ce qui a été décidé. La politique pénale est mise en œuvre par les lois et les règlements, finalement. On vote une loi parce qu'on, par exemple, on dit c'est plus grave de faire ceci ou cela, on va aggraver la répression pour les atteintes sexuelles, etc. Donc il faut simplement veiller à ce que les procureurs, même s'ils sont indépendants, respectent la loi, appliquent la loi. Donc il faut un organe qui surveille ça, disciplinaire y compris, qui puisse rapidement agir, et ça va permettre qu'un gouvernement fasse appliquer la politique pour laquelle il a été élu, même si les procureurs sont indépendants. C'est le deuxième modèle. Le troisième modèle, c'est le système français. Il n'est pas propre aux Français, ça existe dans d'autres pays européens, mais on peut appeler ça le système français, un système hybride, qu'on appelle unicité du corps de la magistrature, c'est-à-dire que les procureurs sont des magistrats, comme les juges du siège, à tel point qu'ils peuvent passer de l'un à l'autre. Moi, j'ai été procureur et juge du siège. J'ai fait la navette plusieurs fois. Simplement, quand j'étais procureur, je savais que j'avais un lien hiérarchique avec le pouvoir exécutif et que j'avais un rôle à mener en tant que procureur. Quand j'étais juge, je savais que je ne devais avoir aucun lien avec le pouvoir hiérarchique.
Et là, c'est vrai que ça devient compliqué. Le système français est un peu le cul entre deux sièges. Comment je me place, comment je me situe? D'autant que les magistrats du parquet en France ont cet inconvénient que leur carrière est complètement sous la dépendance du pouvoir exécutif. Donc ils ont un problème à gérer par rapport à ça. S'ils se moquent de leur carrière, ils ont la faculté d'être relativement indépendants. S'ils ne s'en moquent pas, c'est beaucoup plus compliqué. Et même les juges du siège, il ne faut pas se leurrer, leur carrière dépend en grande partie du pouvoir exécutif. Donc on a le système français qui est entre les deux, et puis il y a le système, le parquet est complètement fonctionnalisé, ce ne sont plus des magistrats, ou au contraire le parquet est complètement indépendant, mais avec un organe fort élu, éventuellement. Pour le coup, on revient sur le sujet du départ, qui va gérer la carrière, l'indépendance et la discipline de ces magistrats-là. C'est le modèle que moi, personnellement, je préconise. C'est-à-dire qu'en fait, si on devait mettre de l'élection dans la justice, il faudrait élire ce Conseil supérieur de la magistrature au suffrage universel, et c'est lui qui serait garant de l'indépendance de la magistrature, et qui serait garant aussi du fait que les magistrats ne font pas n'importe quoi et respectent la loi et le règlement, et pas selon leur aspiration politique, parce qu'ils sont de gauche, de droite, syndiqués, pas syndiqués. Voilà ce qui créerait une véritable indépendance de la magistrature, ça serait un énorme progrès. Bon, on en est évidemment très très loin. Le débat de l'indépendance de la justice et de sa légitimité est tellement vaste, il peut être vu de différentes façons. Là, je n'ai pas parlé volontairement du problème du jury populaire, qui est une façon de légitimiser la justice, c'est-à-dire on rend justice au nom du peuple français, et carrément on demande au peuple français de la rendre avec nous. Aux États-Unis, par exemple, il y a des jurés à peu près partout. Euh, J'y répondrai dans une prochaine vidéo parce qu'il m'a été posé la question justement de la disparition des jurés en cour d'assises avec l'expérimentation de la cour criminelle. Et ça, évidemment, en tant que président actuellement de cour d'assises, c'est un sujet qui me tient à cœur. Il y aura un sujet sur ça. Le prochain sujet ne sera pas celui-là, néanmoins. Ça sera une foire aux questions bis, hein, la deuxième vidéo de foire aux questions. Je vous remercie d'avoir en tout cas suivi cette vidéo et encore une fois, merci à Constantin et Paul.